Kol ha'atralot kashot, mais c'est pour le bien. Alors, d'abord, je voudrais vous estimer toute mon estime, vous exprimer toute mon estime, que Baruch Hashem, vous ayez cette volonté d'étudier, de vouloir étudier, et c'est un honneur pour moi de me relier aux gens de Marseille. Vous savez qu'il y a à peu près 5 ans, on a ouvert une Mechina Kdam Tzvaït à Bethel. C'est une école de préparation militaire, donc qui avait pour but de former des élèves qui venaient de France, les préparer à l'armée, les préparer également, leur donner un bagage spirituel avec un petit peu de Torah, et leur faire faire du sport, des entraînements pour qu'ils soient vraiment opérationnels pour l'armée. Et Baruch Hashem, eh bien, on a ramené 20 élèves, dont un élève de Marseille qui a vraiment, Baruch Hashem, je pense qu'il est retourné à Marseille. Voilà. Et Baruch Hashem, on est venu pour les salons Massa à Marseille, à Paris, un petit peu partout. Et donc, moi, c'était un de mes rêves d'essayer de faire venir des jeunes de France en Israël. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est juste une petite introduction. Après, vous me poserez les questions que vous voulez. En fait, parce qu'il y a un membre de notre communauté qui m'a envoyé un film dans lequel on voit des gens qui défilent. Je pense que c'était à côté de Barbès, ou à côté de pas très loin de la Bastille, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas bien fait attention. Mais par contre, j'ai pris note de toutes les phrases qu'ils ont dit et j'étais choqué et j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas me permettre d'entendre des phrases pareilles et de ne pas appeler mes frères à faire quelque chose pour essayer d'avoir au moins un pied-à-terre en Israël. Que ce soit en investissant dans l'immobilier, en faisant ce qu'on veut, mais c'est une véritable bombe à retardement. Alors voilà, j'ai noté, juste avant de me connecter au Zoom, j'ai noté un petit peu les phrases qui ont été dites. Et dans ces phrases, eh bien, il disait « Juif, casse-toi, la France n'est pas à toi. » Juif, 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 juif. Rien que d'entendre ça, déjà, c'était choquant. Juif, l'ICRA, on n'en veut pas. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Juif, hors de France. Forisson a raison. Chambre à gaz, c'est du bidon. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais en tout cas, pour ma part, on est obligé de un petit peu on est obligé d'en parler parce que c'est peut-être un sujet tabou, mais l'antisémitisme en France, mais comme on l'a lu dans la paracha de Bechukotai, là-bas il est écrit, le Ramban, c'est le Or HaChaim, qui rapporte au sujet des psukim qui parlent de Vechiyamu Chachicha Imach, lorsque ton frère tombera, eh bien, tu devras le soutenir, etc. Et le Or HaChaim Akadosh, eh bien, il donne une explication tout à fait métaphysique de ces psukim. Et il nous dit, vous savez à quoi fait allusion la Torah à travers ces psukim? Eh bien, elle fait allusion à la responsabilité des chefs de communauté, à la responsabilité des dirigeants, peu importe d'où, d'appeler, lorsque le temps sera arrivé, eh bien, d'appeler nos frères juifs à monter en Israël. Et donc voilà, j'ai vu ce film et je me suis tout de suite rappelé de cet Or HaChaim Akadosh parce que, attention, il dit celui
qui a la possibilité d'appeler ses frères à monter en Israël et qu'il ne le fait pas, eh bien, il devra rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu. Alors voilà, moi, au moins, j'ai fait mon devoir. J'ai essayé, comme je vous ai dit, on a monté un programme Massa à Bethel, une Mechina Gdam Tzvaït, et on a fait venir, Baruch Hashem, une vingtaine d'élèves il y a à peu près 4-5 ans. C'était une très, très grande réussite. Bon, malheureusement, le programme a fermé, mais il y a toujours des programmes Massa. Il y a toujours une possibilité de venir en Israël, ou bien du moins, si ce n'est pas venir en Israël pour l'instant, au moins de se projeter dans un cours ou dans un prochain avenir pour essayer, si ce n'est pas nous, au moins nos enfants, peut-être des neveux, mais il faut faire quelque chose, il faut réagir. Ce n'est pas possible qu'il y ait des mouvements antisémites en France qui vont en grandissant. Et nous aussi, il faut qu'on se réveille. Parce qu'en fait, entre nous, ce ne sont pas les hommes qui font l'histoire. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous pousse à travers ces personnes-là, exactement comme ils l'ont dit, hors de France, voilà, juifs, l'Ikra, on n'en veut pas, juifs hors de France, juifs, casse-toi, la France n'est pas à toi. Eh bien, en fait, ce n'est pas eux qui parlent. C'est Akadosh Baruch Hu Bichvodo Be'atzmo qui se dévoile parce qu'il veut que... C'est bon, vous entendez? Nickel. Vous entendez ou pas? Allô? Oui, on vous entend bien. Voilà. Donc, je suis désolé d'avoir commencé par ça, mais ça me tient tellement à cœur. Voilà, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Bien sûr, il y a je sais, même quand nous, on était à Paris, il y avait on s'organisait sous forme de ligue. C'était un petit peu comme une forme de ligue pour protéger les synagogues. Tout ça, c'est très, très bien. Il faut continuer. Mais il faut avoir un pied-à-terre en Israël. Je n'ai pas d'action dans l'immobilier. Je ne suis pas agent immobilier. Je ne travaille pas pour la Sornout. Mais voilà, j'ai vu ce film juste après avoir accroché avec Rabbi Michael. D'ailleurs, on le remercie beaucoup d'avoir organisé cette conférence Zoom. Merci au Beth Midrash d'avoir été présent. Merci au Beth Midrash. Que Dieu vous garde. Mais il faut faire quelque chose. C'est en fait un processus divin qui est irréversible. Voilà. Moi, à chaque fois, excusez-moi de t'avoir commencé comme ça. Peut-être que vous ne voudrez plus me réinviter, mais ce n'est pas grave. Je sens que c'est un devoir de parler de cela. Comme vous le voyez, eh bien, il y a un processus qui a été enclenché, qui est le processus de la troisième délivrance, la Géoula finale. Donc, on est au début de cette Géoula, mais c'est un processus qui se déroule, qui paraît se dérouler de façon naturelle et qui est irréversible. Parce que si vous regardez bien, on est dans le monde officiellement 14 millions et des poussières de juifs, et en Israël, à l'heure actuelle, nous sommes 6 700 000 à peu près, un petit peu plus maintenant, dans les environs de 6 700 000. Ça veut dire qu'il nous manque quelque chose comme 300 000 juifs en Israël pour que la population juive mondiale se trouve en Israël. La majorité de la population juive mondiale va se trouver en Israël, alors que la minorité du peuple juif va se trouver à l'extérieur. Et c'est un phénomène en fait qui est irréversible. On ne peut rien y faire puisque c'est la réalisation des prophéties. Le Shavu Panim Nikvulam, Vekib Batsi Etrem, comme c'est écrit dans le prophète Yecheskel au chapitre 37, c'est Chazon Atzamot Hayeveshot, la prophétie du prophète Jézéchiel qui voit comme un cimetière et qui voit des ossements qui se réunissent les uns aux autres, et Akadosh Baruch Hu leur donne de la chair, du sang, et il les fait revivre. Et en fait, c'est une résurrection nationale
en attendant bien sûr la résurrection qu'on attend depuis la nuit des temps, qui est la résurrection des morts, eh bien là, il y a une résurrection du peuple. Et cette résurrection, eh bien, elle se fait vers Israël parce que lorsque la Shrina décide, lorsque la présence divine décide de retourner vers Israël, eh bien, elle attire tout le monde comme des aimants, tous les membres du peuple juif comme un aimant vers Israël. Voilà. Désolé d'avoir pris un peu de temps, mais je sentais que je sais que c'est peut-être un sujet un petit peu tabou. On préfère ne pas en parler parce que tout le monde est au courant. C'est parfois pas facile de quitter la France. Moi aussi, j'ai de la famille qui est en France. Et c'est pas facile. Mais d'abord, je voudrais vous raconter juste une petite anecdote. Voilà, on fait connaissance. Il y a 4 ans, j'ai été nommé Dayan au Beddin de Bruxelles, en Belgique. Donc, moi, j'ai fait mes études de Rabbanout et de Dayanout ici en Israël pendant, Baruch Hashem, 14 ans. Donc, j'ai été diplômé de la Rabbanout Arachit en Israël. Et comme je voulais être Dayan, on m'a dit, voilà, il y a une place qui s'est libérée au Beddin de Bruxelles et on vous invite à rejoindre les rangs du Beddin à Bruxelles. Alors, ma femme qui est israélienne, elle m'a dit, bon, ben, c'est une opportunité, il faut qu'on y aille. Baruch Hashem, on est parti en Shnechout pendant 1 an. C'était merveilleux. Baruch Hashem, j'étais le rabbin de la grande communauté marocaine de Bruxelles, qui s'appelle Shaharet Zion. J'étais le Dayan du RCE, qui est le Beddin européen qui siège à Bruxelles. C'était formidable. Baruch Hashem, ça m'a fait énormément avancer. Eh bien, à la fin, j'ai, Baruch Hashem, 8 enfants et pourtant, on était vraiment, on avait un immeuble à nous. On était, comme on dit en français, au top. On était au top à tous les niveaux. Ma femme qui dirigeait les ganim de Chabad, mais j'ai senti que je ne pouvais pas rester en dehors d'Israël. Et dès que l'opportunité s'est présentée pour ma femme, moi, je n'avais pas trouvé de travail. On a tout lâché parce qu'il y a un pitré de Fouvain dans le Even Haezer qui parle justement de y a-t-il à l'heure actuelle une mitzvah de monter en Israël? Eh bien, ce pitré de Fouvain qui se base d'ailleurs sur la Mishnah dans le traité Ketubot, à la page Kuf Yud, à la page 110b, où la Mishnah dit Hakol Ma'alin Ne'eretz Israël. Tout le monde monte en Israël. Et donc là-bas, la Gemara, elle parle d'un cas de figure où, par exemple, Chas Shalom, l'un des 2 conjoints veut faire son aliyah et le deuxième ne veut pas. Alors, si par exemple, c'est le mari qui veut faire son aliyah et que la femme ne veut pas, eh bien, si on se base sur cette Mishnah qui dit à Kol Ma'alim Eretz Israël, tout le monde peut faire monter les autres en Israël, eh bien, le mari peut, en quelque sorte, proposer à la femme et lui dire voilà, c'est où tu me suis en Israël, ou alors je me sépare de toi et je ne suis pas obligé de te dédommager de ta ketouba. Parce que le din, en fait, est avec le mari. Et vice-versa, si c'est la femme qui veut monter en Israël et le mari ne veut pas, eh bien, la femme peut obliger le mari à la divorcer et elle peut l'obliger à lui payer sa ketouba. Alors, là-bas sur place, il y a un Tosfot sur cette Mishnah qui dit qui ramène au nom de Rabbeinu Chaim, Rabbeinu Chaim qui dit à l'heure actuelle, eh bien, il n'y a pas de mitzvah de monter en Eretz Israël. Pourquoi? Et il amène une raison qui est très bizarre. Il dit parce que il y a tellement de mitzvot en Eretz Israël comme les mitzvot des prélèvements des Trumot ou Maasrot, l'obligation de prélever les prélèvements des fruits et des légumes qui poussent en Israël. Et comme on risque de transgresser ces halachot, eh bien, il vaut mieux ne pas monter en Israël. Alors, le Pitré Tchouva, dans le Shulchan Aruch, je ne pensais pas du tout parler de ça, mais
mais ce n'est pas grave. Très rapidement, je termine avec ça. Le Pitré Tchouva sur le Shulchan Aruch nous dit, pardon, le thème. Alors voilà, le thème, j'y arrive. C'est vous qui allez fixer le thème, c'est pas moi. C'était juste une introduction. Le Pitré Tchouva nous dit, Rabbeinu Chaim, qui est ramené dans le Tosfot, eh bien, Talmid Toé Ktavo. Ce n'est pas un Baal à Tosafot, et donc, il ne faut pas retenir son avis. Et à l'heure actuelle, on vous parle, le Pitré Tchouva, il y a bientôt 300 ans. À l'heure actuelle, il y a une mitzvah, Hazakim Vochim, Mechina, il y a une mitzvah de monter en Israël, même à l'heure actuelle. Et donc, la mitzvah est d'actualité et on ne peut pas dérober de cette obligation. Et donc, pour conclure avec mon histoire personnelle, le Pitré Tchouva là-bas nous dit, si quelqu'un est dans une situation où l'un des deux conjoints, donc toujours dans le cadre du mari et de la femme, dont l'un veut monter en Israël et l'autre ne veut pas, eh bien, nous dit le Pitré Tchouva, si l'un des deux conjoints peut se débrouiller parce qu'il aura de quoi avoir de la parnassa en Israël et l'autre n'aura pas de quoi se débrouiller, eh bien, malgré tout, il nous dit il faut quand même plier bagage et venir en Israël parce que le couple aura de la siyata d'Ishmaïa. Donc, moi, je me suis souvenu de ce Pitré Tchouva. Ma femme, on lui a proposé du travail alors que j'étais, encore une fois, Dayan. C'est pas, je raconte pas ça pour ça, mais je raconte ça juste en rapport avec la mitzvah de monter en Israël. J'étais Dayan au Beddin, le RCE, rabbin de la communauté marocaine de Bruxelles, comme on dit chez nous, Ismaël Minna, voilà, la Stemcom. Et malgré tout, je ne pouvais pas, je me suis dit, je risque de perdre des années chères de ma vie parce que on voulait aussi que me faire rentrer dans une cache-route pour faire une cache-route européenne, etc. Si j'étais resté, je serais resté peut-être pour encore 30 ans. Et je me suis dit, il vaut mieux que je me sauve, même si je n'ai pas de travail, mais l'essentiel, c'est que ma femme ait trouvé un travail, et moi, après, je me débrouillerai. Et Baruch Hashem, on est arrivé ici, on a vécu pendant un mois dans 50 mètres carrés, ma femme enceinte du 8e gosse, avec 7 enfants, et au final, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a ouvert toutes les portes. Mais quand je vous dis toutes les portes, on ne savait pas où on allait. C'était ma deuxième aliyah, puisque la première, elle était à l'âge de 17 ans, mais là, j'étais tout seul. Alors que là, j'étais avec 15 valises, comme nos parents qui ont quitté les pays d'Afrique du Nord pour venir en France. Avec 15 valises, on n'avait rien du tout. On avait tout vendu avant de partir en shlichut. Et ma femme enceinte, Baruch Hashem du 8e, avec 7 enfants, la Kadosh Baruch Hu nous a ouvert toutes les portes. Alors c'est vrai, peut-être qu'on n'est pas tous obligés de partir sur un coup de folie comme nous on a fait. Mais moi, j'aimais tellement la terre d'Israël que je ne pouvais pas rester. Mais en tout cas, si je puis me permettre, voilà, mon conseil, c'est au moins d'essayer d'avoir un pied à terre en Israël, investir dans quelque chose, même prendre un studio, même si vous êtes 10 personnes, vous avez un bien en Israël. D'abord, vous accomplissez une mitzvah, parce qu'il y a une mitzvah, El Lecha, Ben Israël, She'elo Arba Amot Be'eret Israël. On a tous le droit à 4 coudées en Eretz Israël. Ça, c'est une halakha qui est ramenée dans le Shulchan Aruch. Donc, quelqu'un qui achète 4 coudées, c'est quoi? On va dire 20 mètres carrés. Vous achetez un studio à Ashkelon, où vous voulez à Eilat, ça coûte 100 000 euros, un studio, et voilà. Voilà, excusez-moi d'avoir été aussi long. On passe au thème. À vous la parole. Voilà, je me suis dit peut-être, vous avez peut-être des questions sur le thème que vous voulez, que ce soit en philosophie ou en halakha, ce que vous voulez, je suis à votre disposition. Voilà, excusez-moi pour cette introduction, mais ça me tenait vraiment à cœur. Voilà, à vous la parole. Rabbi, c'est magnifique déjà. Mechila. Moi, juste j'ai une question.
Je sais Oui. qu'il y a certaines communautés ou mouvements de pensée qui pensent que on devrait partir en Israël vraiment quand on arriverait au Mashiach. Ça veut dire que pour l'instant, on a un rôle en galoute. Alors, comment? En fait, ta question, c'est de savoir, est-ce que, c'est une excellente question d'abord, est-ce qu'il faut attendre avant de partir en Israël? Est-ce qu'il faut attendre encore parce que on n'est peut-être pas à la hauteur, parce que, comme tu as dit, on a encore un rôle à jouer en galoute, et donc on ne peut pas quitter la galoute comme ça, et, euh, et donc peut-être que le moment n'est pas encore arrivé. Peut-être que le moment n'est pas encore arrivé. Alors, c'est intéressant ta question parce que c'est exactement en rapport avec la paracha qu'on a lue. Nous, en Israël, on l'a lu hier, mais vous, Bezrat Hashem, vous allez la lire Shabbat prochain. Nachon? Vous avez lu hier Parashat Be'alotra, Nachon? Voilà. Et donc, vous allez lire la paracha. Comment? Pardon? Non, c'est Shilach Lecha, je crois. Ah, vous avez lu hier Shlach Lecha? Non, pardon. Be'alotecha le matin et Shilach Lecha le soir. Excusez-moi, Rabbi. Voilà. Donc, la semaine prochaine, vous allez lire Shlach Lecha. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans cette paracha de Shlach Lecha? Il y a écrit, d'abord, bien évidemment, la faute des explorateurs. Alors, Chas Shalom, je ne suis pas venu pour faire aucune comparaison ni quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout c'est pas du tout mon intention. Les explorateurs, eux, c'est vrai, j'ai écrit, d'ailleurs, je vous, Blinéder, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer, on sort toutes les semaines un feuillet qui s'appelle Avot ou Banim. On l'envoie par WhatsApp, on les met sur la page Facebook. Vous pouvez l'imprimer, l'étudier. Oui, c'est bon? C'est bon, tout va bien? C'est bon. C'est bon, super. Donc en fait, vous avez dans la paracha de Shlach Lecha, les explorateurs, eux, d'après le Zohar, ils ne voulaient pas entrer en Israël parce qu'ils voulaient continuer à profiter des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu leur donnait dans le désert. Dans le désert, ils vivaient miraculeusement, puisqu'ils recevaient la manne du ciel, ils recevaient l'eau du puits de Myriam, et ils bénéficiaient des nuées protectrices grâce à Aaron à Cohen. Donc, qui mieux qu'eux? Ils n'avaient pas besoin ni de semer, ni de planter, ni quoi que ce soit. Ils recevaient tout comme sur un plateau. Et les explorateurs, en entrant en Israël, pour venir donc, pour réaliser leur mission d'explorer la terre d'Israël, eh bien, d'un seul coup, ils voient que la vie en Israël va être une vie différente. Ça va être une vie où ils vont devoir fournir des efforts. Ils ne pourront plus, la manne va s'arrêter, l'eau va arrêter de sortir miraculeusement du puits et les nuées protectrices vont disparaître. Et donc, ils vont devoir se prendre en charge eux-mêmes. Alors, bien évidemment, quand quelqu'un est assisté, il est assisté tout le temps, et d'un seul coup, il doit se prendre en charge et il doit veiller à se nourrir lui-même, eh bien, il n'y a pas photo. C'est comme moi quand je suis sorti de la yeshiva après 14 ans et qu'il a fallu que je commence à travailler. Bien évidemment, personne ne veut sortir de la yeshiva. À la yeshiva, on reçoit la manne gratuite, cadeau. Vous arrivez à la salle à manger, vous mangez. Et après ça, vous allez dormir. Après ça, vous allez étudier. Vous avez la manne, l'eau. Vous êtes protégé. Baruch Hashem, il n'y a pas besoin de travailler. Qui mieux que nous? Mais Baruch Hashem. Mais le but de la sortie d'Égypte, c'était pas de rester dans le désert. Le désert, ce n'est pas une fin en soi. Le désert, ce n'est qu'une étape entre la sortie d'Égypte et l'arrivée en Eretz Israël. C'est ça le
Ah, vous avez coupé votre micro, Ah, on je vous ne entend vous plus. entends plus. Il faudra activer votre micro. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien, là. Ah, vous l'avez recoupé. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est ça le but de la sortie d'Égypte. C'est de sortir d'Égypte, de recevoir la Torah dans le désert et, d'entrer en Israël pour réaliser et concrétiser cette Torah en Israël. Mais le désert, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas le but. Donc c'est vrai que on a du mal. C'est vrai qu'ils avaient du mal à devoir quitter le désert, à devoir quitter cet assistanat. Mais c'est ça le but de, de tout ce processus. Eh bien, à l'heure actuelle, Baruch Hashem, on a le mérite de vivre une époque messianique. Si on vit à l'étranger, ce n'est pas une fin en soi, c'est arrivé par accident. Parce qu'au début, il y a 2000 ans, il y a 1950 ans exactement, on était tous en Israël et on vivait sur notre terre. Et au final, on a été expulsés de la terre d'Israël par les Romains qui nous ont, par les Grecs la deuxième fois, qui nous ont, pardon, les Romains, oui, à Rome. On est parti à Rome, on a été expulsés et on s'est retrouvé de là-bas, eh bien, on s'est propagé dans le monde entier. Mais c'est un accident. Alors, c'est vrai que pendant 2000 ans, on ne pouvait pas venir en Israël. Il y avait des marécages, il y avait une poignée de personnes qui vivaient ici. Mais vous voyez que, et ce n'est pas seulement une poignée de personnes qui vivaient, il y avait ce qu'on appelle, pour revenir un petit peu à cette Gemara à la fin de Ketubot, il y avait ce qu'on appelle les Shloshet HaShvuot. Akadosh Baruch Hu nous avait fait jurer chez Lo Ya'alu Bachoma, qu'on ne puisse pas transgresser la promesse qu'Akadosh Baruch Hu avait fait de ne pas monter en Israël tant qu'il ne nous aurait pas donné le feu vert. Et ce feu vert, c'est à travers qui? À travers l'accord des nations. Ça, c'est écrit dans le traité de Ketubot, d'après l'explication du Ramban. Mais seulement une fois arrivé, alors, les premiers pionniers, les premiers véritables pionniers, eh bien, c'était qui? C'était Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, en 1492. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu l'épisode de l'expulsion des Juifs d'Espagne, alors que c'était l'âge d'or d'Espagne, l'âge d'or du judaïsme. Et voilà qu'un beau jour, parce que c'est l'histoire qui se répète, c'est toujours la même chose. Voilà, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez, je ne veux pas chasver shalom aussi, l'oliftoire la Satan, mais regardez ce qui se passe, les manifestations antisémites en France, ça fait peur, ça fait peur. Mais Bezrat Hashem, c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir peur, c'est pas parce qu'on a peur qu'on vient en Israël. C'est pour la mitzvah et celui qui veut rester en attendant en France parce qu'il a un rôle à jouer, Akadosh Baruch Hu le protégera, qu'il n'ait rien à craindre. Mais c'est l'histoire qui se répète. Voilà, en Espagne, alors c'était l'âge d'or du judaïsme, eh bien, on a été expulsé d'Espagne et on a été où on devait être expulsé, ou bien il fallait se convertir au christianisme. Alors, une grande partie du peuple juif, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ça y est, c'est la fin. Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom nous a abandonnés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shlomo El-Kabetz, tous ces tzadikim, celui qui a rédigé le Lechadodi, il a dit, mais c'est pas par hasard. Si le peuple, les Espagnols, qui nous ont accueillis pendant des décennies, d'un seul coup, ils veulent nous expulser, eh bien apparemment, c'est la preuve comme quoi Akadosh Baruch Hu veut enclencher le processus de la troisième délivrance. La Géoula est arrivée. Ça, c'est Rabbi Yosef Karo qui dit ça en 1492. Et il dit quoi? Il dit, apparemment,
il faut qu'on abandonne tout et qu'on monte en Israël. Maintenant, Rabbi Yosef Karo, en 1492, c'est pas prendre un avion d'Elal et venir, vous êtes en 4 heures, vous êtes en Israël. C'est prendre des bateaux et c'est Khlal Khali. Et avant d'arriver, c'est Koulehaï Veoulaï. C'est pas sûr qu'on arrive. Et malgré tout, il a plié bagage, il est parti et il est arrivé à Tzfat et il a créé un centre spirituel à Tzfat et il est devenu Maran à Beth Yosef, Marateatra d'Eretz Israël. Vous savez ce que c'est? Il est devenu l'autorité rabbinique d'Eretz Israël. Il y a 500 ans. Maintenant, il n'y avait personne. Mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on étudie comme halakha? La halakha du Shulchan Aruch. Donc, regardez, c'est vrai que c'est dur. Et c'est vrai que, mais c'était les premiers pionniers. Après, il y a eu les élèves du Gra, du Gaon de Vilna, qui eux ont continué. Le Gaon de Vilna les a envoyés en éclaireur pour qu'ils viennent en Israël. Et après, les premiers sionistes, Herzl, tous ceux qui ont fondé cet État et qui ont en fait permis, par la création de cet État, ils ont permis à tous les Juifs du monde entier de pouvoir revenir sur leur terre. Et c'est ça qui, en fait, en quelque sorte, ils ont été des missionnaires d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils ont permis au peuple d'Israël qui était éparpillé dans les 4 coins du monde de pouvoir revenir et d'accomplir la réalisation de cette prophétie qui s'appelle Kibbutz Nitrei Amo Israël. Alors, c'est vrai quand on se dit, mais est-ce qu'il faut venir ou est-ce que c'est le moment de venir ou est-ce qu'il faut attendre qu'Akadosh Baruch Hu nous appelle, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse venir en Israël? Eh bien, moi, je pense, l'Agneau Dati, comme c'est écrit dans la paracha de Lech Lecha, quand une personne sent que le moment est venu pour elle de monter en Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'appelle. Il appelle. Il lui dit, exactement comme il a dit à Avraham Avinu, Lech Lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Pars pour toi de ta patrie, d'abord de ta terre, parce que c'est quand même notre terre d'accueil. On a tous, Baruch Hashem, c'est pas on remercie la France de nous avoir accueillis. Moi, le premier, Baruch Hashem, j'ai vécu 17 ans, j'ai eu mon bac en France. J'ai eu en Israël à l'ambassade de France en Israël, mais Baruch Hashem, la France nous a accueillis, elle nous a fait grandir, elle nous a donné tout le bien qu'on aurait pu imaginer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a dû quitter l'Afrique du Nord. Il y a eu des pogroms en Afrique du Nord, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie. Rabbi Matziach Mazouz, qui a été assassiné, mais même au Maroc, et même en Algérie. Donc, on a dû quitter l'Afrique du Nord en grande partie. Il y a encore, Baruch Hashem, jusqu'à l'heure actuelle, quelques Juifs au Maroc et encore quelques-uns en Tunisie, que Dieu les protège. Et il y a, Baruch Hashem, une excellente entente à l'heure actuelle entre le gouvernement en place, les royautés en place, que ce soit le roi du Maroc avec ses Juifs, qui ne veut pas qu'on touche à ces Juifs, c'est tout à son honneur, Kol HaKavod. Et les Juifs, Baruch Hashem, là-bas, vivent comme des rois. C'est très, très bien. Je ne dis pas le contraire. Mais chacun d'entre nous doit comprendre que c'est l'histoire qui se répète. Qu'un jour ou l'autre, Akadosh Baruch Hu nous appelle pour monter en Israël. Et donc, pour répondre à notre question, quand est-ce qu'on saura si c'est le moment ou bien on a encore une mission à remplir? Eh bien, ça, c'est lorsque la personne sent qu'elle est appelée d'en haut. Tant qu'elle sent qu'elle a un rôle à jouer, elle a encore des enfants, des petits-enfants, alors c'est vrai, on ne peut pas tout quitter comme ça. Il y a encore un rôle à jouer. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu nous appelle, alors là, il faudra répondre présent, Bezrat Hashem, et Haïm Tovim Shalom. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Le Melech Haolam.
שהכל נהיה בדברו. Amen. Amen. Vous aviez peut-être un thème sur lequel vous vouliez qu'on parle. On a parlé de la paracha. On peut on a parlé Baruch Hashem de la Aliyah. C'était peut-être pas le thème auquel vous vous attendiez, mais voilà, je suis ouvert. Si vous avez une question, on peut parler. Tout à l'heure, Rabbi, Oui, tout à l'heure à la synagogue, on voulait un petit mot pour la paracha. J'ai entendu qu'on voulait un petit mot sur la paracha, si possible. très bien. Alors, la paracha, sur la paracha de Shlach Lecha, eh bien, donc comme on a dit tout à l'heure, les explorateurs, eux, ont préféré, c'était pas méchant, ils ont préféré rester dans le désert pour continuer à bénéficier des miracles d'Hachem. Seulement, le but était d'entrer en Israël. Et au final, quand ils sont revenus de leur exploration, eh bien, ils ont dit de la médisance sur la terre d'Israël. Et le premier Rashi de la paracha nous dit pourquoi la paracha de Shlach Lecha est-elle juxtaposée à la paracha de Myriam, à la fin de la paracha de Béalotra. Eh bien, la Torah nous parle de la médisance. Oui, Bezat Hashem. Besaouda bat Myriam, on va le dire tout de suite. Mi sheberach imotenu, Sarah Rivka Rachel Velea Myriam Anevia Esther bat Avihaim. Hu yevarech et Aisha Mesaouda bat Myriam. Malka de Alma hu yevarech yata. Zakeyata vishma bekal tzelota. ויציליה מכל צרה ונזק ומכל נגע ומחלה, ויבטל מעליה כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליה גזרות טובות, וישלח לה האל רפואה שלמה, אל נא רפנה לה, אל נא רפנה לה, אל נא רפנה לה. זכות התורה תגן בעדה, Amen. ויחזיריה הקדוש ברוך הוא לאיתנה ראשון. זכות ארץ ישראל תגן בעדה, ויוכיח את כולם, מתוך בריאות איתנה ונורא מעליה. וימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבה לטובה, כן יהי רצון ונאמר אמן. Amen. 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 Chazak. ברוכים תהיו. ברוכים Auriel, תהיו. merci. Hazak Baruch. Benita, Chazak. merci. Hazak Baruch. Chazak. חזק ואמץ. תרבחו בעזרת השם, תרבחו. Alors, donc Akadosh Baruch Hu dit, les explorateurs reviennent et voilà qu'ils disent de la médisance. Alors Rashi nous dit, dans le premier Rashi de la paracha, les explorateurs n'ont pas pris leçon de ce que Akadosh Baruch Hu a fait à Myriam. Myriam, elle a dit du Lachon Hara sur son frère Moshe Rabbeinu avec son frère Aaron. Elle a été punie de la lèpre. Et les explorateurs, ils ont vu ça, ils étaient présents puisqu'ils sont restés bloqués, ils n'ont pas pu avancer dans le désert pendant 7 jours, puisque Myriam, elle, a dû être exclue du camp pendant 7 jours. Alotikalem Shivat Yamim. Et donc, ils n'ont pas pris leçon. Donc, nous dit Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça, nous dit pardon le Midrash, c'est pour ça que cette paracha, la paracha de Shlach Lecha, est juxtaposée à la paracha de la médisance de Myriam. Et au final, eh bien, ils ont mérité leur punition de rester dans le désert. Maintenant, la question qui se pose, eh bien, c'est qui est véritablement fautif de cette faute? Est-ce que c'est vraiment les explorateurs? A priori, comme on l'a dit tout à l'heure, les explorateurs, eh bien, eux, ils voulaient continuer à profiter de la shrina dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Alors, c'est vrai, ils ont dit ici, Eretz Ochelet Yoshvei Haï, c'est une terre qui dévore, Chas v'Shalom, ses
ses habitants. On ne dit pas une chose pareille sur Eretz Israël. Ou bien ils ont dit Efes Kiraz Haram. Ils ont dit nous on est des zéros. Efes Kiraz Haram. Le peuple, les peuples qui sont en terre de Canaan sont beaucoup plus forts que nous. D'ailleurs, ils disent Haïnu be'enenu kachagavim, vechen haïnu be'enehem. Lorsque nous sommes arrivés en terre de Canaan, eh bien, nous nous sommes vus à nous-mêmes comme des sauterelles devant des géants. Et à la fin, eh bien, eux aussi, les peuples, les 7 peuples, nous ont regardés comme des sauterelles. Alors, nous disent les Chachamim, oui, c'est ça le problème. C'est que lorsqu'une personne se sous-estime, eh bien, à la fin, elle ne peut pas gagner. Elle ne peut pas vaincre parce qu'elle s'est sous-estimée à ses propres yeux. Alors, qu'est-ce qu'elle laisse aux autres? Bien sûr que les autres aussi, ils vont la sous-estimer. Et donc, d'après cette explication, ce sont les Meraglim, les explorateurs qui sont fautifs. Mais il y a une autre explication dans le Midrash. Au début de la paracha de Shlach Lecha, c'est ramené dans le Midrash Rabbah, dans le Midrash Tanchuma. Le Midrash, il fait allusion à quelque chose et il dit en fait, eh bien, la responsabilité, elle repose sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi sur Moshe Rabbeinu? Eh bien, parce que, rappelez-vous, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, au tout début, avant même que les enfants d'Israël ne sortent d'Égypte, Akadosh Baruch Hu lui a dit Akadosh Baruch Hu lui dit sache que je me suis rappelé de mon alliance et je veux faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais les enfants d'Israël ne me croiront pas. Vehem lo ya'aminu bi. Ils ne me croiront pas. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui dit, ah, tu as dit qu'ils ne vont pas te croire. Fais rentrer ta main à l'intérieur et ressors là. Et voilà que Moshe Rabbeinu voit qu'il a la main qui a été frappée de la lèpre et il lui donne un autre signe avec le bâton qui se transforme en serpent pour faire allusion à la médisance que Moshe Rabbeinu a dit sur le peuple d'Israël. Moi aussi. Excusez-moi juste. Celui-là, Reka. Excusez-moi, le radar a eu un problème de connexion, il va revenir.
Vous êtes toujours là? Rav, on a encore tout ça. Toujours, lâche pas, On est Rabbi. là, on est là, on est là. Vous lâche pas. Toda Rabba Mechila, vraiment, c'est, comme on dit chez nous, salade l'olam klila. Bref, c'est, désolé, entre le, c'est C'est pas le grave. Yitzhara qui vient faire des problèmes de connexion. Hein. Comment? C'est le Yitzhara qui vient faire des problèmes de connexion. Baruch Hashem, voilà, au moins on lui a lancé un os. Maintenant il croit que le cours n'a pas lieu, voilà, il va se calmer. Il a eu ce qu'il fallait. Voilà, c'est ce que dit d'ailleurs, vous savez, c'est ce que dit d'ailleurs le Rav Taïrtel. Enfin, c'est basé sur le Ramban. À chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, le Rav Taïrtel, dans son livre Ema Banim Smecha, il dit que c'est en fait lancer un os au Satan pour ne pas qu'il vienne entraver le bon déroulement d'un processus de Kedusha. Par exemple, à Yom Kippour, si vous regardez dans la paracha de Acharemot, il y a écrit que il fallait amener 2 séir. Séir Echad la Hashem, et séir Echad la Azazel. Alors, le Ramban, il pose la question, il dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est qui le Azazel? C'est le Satan. Il y a besoin d'amener un sacrifice au Satan. Quoi? Kadosh Baruch Hu, il a peur de lui, Chas v'Shalom? Non, c'est pas qu'il a peur de lui. C'est que, étant donné qu'à Yom Kippour, on va être absous de toutes nos fautes. Vous vous rendez compte quel sentiment il doit avoir le Satan? Il se dit, mais attends, mais moi alors j'ai travaillé pour rien. Moi je suis payé pour faire trébucher les gens. Et voilà qu'aujourd'hui, Yom Kippour, ils sortent, ils ne sont pas de blanche, blanc-bleu, il ne reste plus rien. Alors, pour ne pas que, Chas v'Shalom, le Azazel vienne entraver le bon processus, le bon déroulement du processus de la Kapara, Akadosh Baruch Hu lui dit, viens voir, je vais te désigner un séhir, un bouc émissaire qui va être que pour toi. Et on le fait rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash. Et on le met au même niveau que le bouc émissaire pour Akadosh Baruch Hu. Et on lui met sur le front une étiquette avec écrit dessus Séhir la Azazel. Alors le Azazel, il est tout content, il vient, il attend et il regarde ce qui va se passer. Et voilà qu'on prend ce korban, ce bouc émissaire, et une fois que le Kohen a appuyé les mains sur lui, et il a fait le vidouille, Ana Hashem, Kaperna, Cholam Chaïsel, comme on dit dans la Tfilah de Moussaf, et après il emmène le korban, El Eretz Gezerah, il emmène vers Yamamelach là-bas, vers Jéricho, et il emmène jusqu'en haut d'une falaise, il le fait dégringoler, lo alechem, les boyaux qui explosent, le sang, etc. Et le Satan, il court derrière ce korban, et pendant que lui, il est là-bas à côté de Jéricho, nous, de l'autre côté, dans le Beth Amikdash, on se fait pardonner toutes nos fautes. Donc, nous dit le Ramban, parfois, il faut donner quelque chose. Il faut donner quelque chose comme ça, on n'a pas de Baruch Hashem, pas de problème. Et bien sûr, c'est quand c'est pas nous qui le voulons, ça arrive tout seul. C'est la preuve que, comme vous avez dit, c'est la volonté d'Hachem. Donc, Chazaki Omochim. Et donc, pour revenir juste à l'épisode de Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, eh bien, Moshe Rabbeinu dit sur lui-même, regardez l'importance de ce qu'on sort de notre bouche. Vehem lo ya'aminu bi. Le peuple d'Israël ne me croira pas. Alors le Midrash, il dit, au nom d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, Moshe, tu as sorti de ta bouche, Vehem lo ya'aminu bi, les enfants d'Israël ne me croiront pas. Alors sache qu'un beau jour va arriver où ils ne te croiront plus. Pas au moment de la sortie d'Égypte, mais un an après. Un an après, au moment de la faute des explorateurs, eh bien là, d'un seul coup, ils ne vont plus te croire. Ça va commencer maintenant, ça va continuer après avec la paracha de Korach, parce que quand Korach il va voir que l'autorité de Moshe Rabbeinu a été remise en cause par les explorateurs,
et qu'au final, Akadosh Baruch Hu a décrété sur la génération de l'Égypte comme quoi il ne rentrerait pas en Israël, alors Korach il se dit mais alors Moshe Rabbeinu c'est pas Chas v'Shalom, c'est plus le prophète des prophètes. Et voilà, il n'a pas été à la hauteur. S'il avait été à la hauteur, ça ne serait jamais arrivé. Et là, Korach il se permet dans la paracha de la semaine d'après que nous on va lire cette semaine, il se permet de remettre en question l'autorité de Moshe. Mais tout ça, c'est arrivé à cause de qui? Entre guillemets, si on peut se permettre, Chas v'Shalom. Mais c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a dit Vehem lo ya'aminu bi. Ils ne me croiront pas. Kadosh Baruch Hu lui a dit tu as sorti ça de ta bouche, eh bien sache que va arriver un moment où ils ne te croiront pas. Et comment c'est arrivé dans la paracha de Shlach Lecha? Eh bien, les explorateurs ont été envoyés par Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a, puisque c'est le premier rachid de la paracha, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, Shlach Lecha, envoie pour toi. Moi, je pense que ça ne vaut pas le coup que tu les envoies. Parce que j'ai déjà fait la promesse à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui savent, et donc vous savez très bien que cette terre, elle est bonne pour vous. Elle est adaptée. Donc pourquoi vous avez besoin d'envoyer des explorateurs? Quoi, vous ne croyez pas ma parole? Si j'ai donné une parole, c'est que vous inquiétez pas, je vais vous protéger, vous aurez tout. Vous arriverez à la conquérir, vous arriverez à la partager, cette terre, et tout ira très bien, vous aurez la parnassa. Mais si tu décides d'envoyer des explorateurs, sache que c'est ton entière responsabilité. Et au final, qu'est-ce que fait Moshe? Il envoie des explorateurs, mais lui reste dans le désert. Donc, il n'est pas sur le terrain pour voir ce que les explorateurs vont voir. Lorsque les explorateurs vont revenir, ils vont dresser un tableau, le tableau qu'ils ont dressé, et Moshe Rabbeinu ne peut pas contrer, puisqu'il n'était pas sur place, il n'était pas sur le terrain avec eux. Donc au final, Moshe Rabbeinu n'a pas réagi. Il ne pouvait pas réagir. Qui est-ce qui a réagi à sa place? Kalev ben Yefouné et Yehoshua bin Nun, qui disent Alona ale, ki achol nuchala, on va monter en Israël parce qu'on est capable de prendre possession de cette terre. Mais au final, ce qui s'est passé ici, c'est que Moshe Rabbeinu, et ça c'est un très très grand enseignement, Moshe Rabbeinu qui en quelque sorte s'est retiré de la scène, il est resté, il s'est tu et il n'a pas réagi. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, Nachon, exactement, Moshe Rabbeinu a béni Yehoshua bin Nun et pas Kalev ben Yefouné, exact. C'est son élève, c'est son élève. Comment? C'était son élève, Yoshua. Yoshua, c'était son élève, mais à part ça, hein, Kalev ben Yefouné Nachon, mais Kalev ben Yefouné, il a été se rendre sur la tombe de Avraham, Yitzhak et Yaakov quand il est passé en Israël. Il est passé par Hebron et il y a écrit Ve'avdi Kalev Ruach Acheret Haïta Imo. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu l'a accompagné et il a eu la force, c'est Rachid d'ailleurs qui le dit, pardon, dans la paracha, Ruach Acheret Haïta Imo, il a pris avec lui la force d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et donc c'est pour cela que Moshe Rabbeinu n'a pas eu besoin de bénir Kalev, mais uniquement que Yehoshua. Et il lui a dit, Yehoshua, c'était quoi en fait la bracha que Moshe a donnée à Yehoshua? Parce qu'au début de la paracha, si vous regardez bien, il y a écrit Vaikra Moshe le Hoshea bin Nun Yehoshua. Donc au début, il s'appelait Hoshea. Et qu'est-ce que dit Rashi sur ce pasouk dans la première montée de la paracha? Pourquoi Yehoshua avec un Yud lui dit Moshe Rabbeinu à Yehoshua qui a, aïe aïe aïe, Mechila, on reprend, aïe aïe aïe.
On vous entend plus, Rabbi. Des économies de chauffage en installant